Ici, on va recevoir autant l'autrice de nombreux ouvrages qui traitent des questions qui intéressent tous les étudiants que la personne et son parcours professionnel aussi qui a suscité beaucoup aussi d'interrogations étant donné le milieu dans lequel vous avez exercé une grande partie de votre vie, c'est-à-dire le milieu carcéral et qui reste souvent assez énigmatique pour les étudiants et difficile d'accès dans le cadre des stages. Donc pour eux, c'est une opportunité d'avoir une voix qui vient de ce côté-là, outre la lecture des livres. Donc, si je dois présenter un peu les livres, alors j'espère que je ne vais pas trop le faire à la serpette. Donc, l'objectif est une exploration du monde, de la réalité, du quotidien, de l'ordinaire, de l'observation et de la réflexion sur des lieux qui sont des lieux communs. C'est un jeu qui est à l'œuvre, mais qui laisse une immense place à l'expérience partagée. Et j'ai pu le voir en atelier d'écriture à quel point en fait cette démarche pouvait être facilement appropriée par les étudiants. C'est la proposition d'un regard qui scrute et gratte le réel, sans céder à l'autobiographie exclusive. Des livres sous la forme de fragments, de vignettes, dont l'ensemble crée un panorama, une excursion dans le monde et avec beaucoup de poésie. En vous lisant, on éprouve, on collecte, on réfléchit, on est ému, on s'attache à saisir, on examine, mais on ne juge pas et on ne décrypte pas. Voilà. Mais on ne juge pas et on ne décrypte pas, je répète juste. Donc à chaque livre, l'exploration d'un lieu commun. Je vais brosser la bibliographie très rapidement. Donc l'univers carcéral, qui est le premier texte, qui s'appelle Fragmentation d'un lieu commun en 2003. Le second, La non-maternité avec Nullipare en 2008. Le lien aussi que nous entretenons à nos vêtements d'André Singh en 2013. Le lieu commun par excellence que sont les transports publics avec Station entre les lignes en 2015, qui nous a donné l'occasion d'un atelier d'écriture dans le métro avec les étudiants. Le lien avec les animaux sous toutes leurs formes, avec Mort d'un cheval dans les bras de sa mère. Et tout dernièrement, Corps flottant pour cette rentrée littéraire qui part d'une expérience commune, celle des petites particules qu'on peut avoir, qui peuvent passer devant le regard, ces ombres qui permettent d'interroger la mémoire et l'oubli au prisme de votre adolescence au Cambodge, où la petite histoire croise la grande histoire avec une grande H, puisqu'il s'agit là de génocide des Khmers rouges, et c'est un sujet tout à fait tragique. Donc on le voit, les angles sont variés, mais nous n'aurons malheureusement pas le temps de tout aborder dans le court temps qui nous est imparti. J'ai pris le parti de vous amener à parler de 3 de ces œuvres, celles qu'on avait bien évidemment le plus travaillées, et puis la dernière qui va résonner aussi avec un cours qui est important pour tous les premières années de carrière sociale, qui est le cours sur l'imaginaire colonial. Où certaines notations en fait, de votre dernier texte résonnent particulièrement. Il me semble important également de prendre le temps d'exprimer ma reconnaissance à celui qui s'est tenu à votre place même il y a 3 ans, le regretté Joseph Pontus, le dernier invité avant le désert culturel qui a été le Covid. Il est venu pour À la ligne, il avait enthousiasmé la salle entière, qu'il avait conquis, et c'est grâce à lui que j'ai pu découvrir vos textes. Ça a commencé avec la postface de Nous la cité, puis ensuite j'ai tout lu, tout à la suite. Donc la postface à Nous la cité, je reprécise, c'est un texte écrit à plusieurs mains, un témoignage de la cité mené par un éducateur de jeunes avec les jeunes eux-mêmes, et c'est eux qui ont écrit, donc ils ont sorti un livre. Et dans la postface, vous écrivez qu'unir un homme, une femme au monde est un devoir et qu'il faut le faire aussi avec la littérature. Et je trouvais que c'était bien de commencer comme ça pour les étudiants. Et avec une formulation, à mon avis, qui demande à être expliquée un peu plus pour nos étudiants, à la condition qu'elle ne soit pas une pirouette, mais une ellipse. Il faut le faire par le dénuement qu'est la littérature, le rien qu'elle est, l'absence totale de lumière qu'elle est. Alors, je vais reformuler un tout petit peu la question, parce que voilà, moi, cette réflexion m'a touchée, et personnellement et professionnellement, dans l'approche de la littérature pour des jeunes qui se destinent à être des travailleurs sociaux. Qu'est-ce que la littérature peut nous dire du réel, du social? Qu'est-ce qu'elle nous dit autrement que le simple témoignage? Parce que souvent, c'est vrai qu'on a tendance à lire beaucoup de témoignages pour réfléchir sur le monde.
Et d'après vous, comment l'expérience littéraire peut être un phare, une canne, un guide, un détour ou un espace pour des futurs travailleurs et travailleuses sociales, en fait, pour essayer de nous expliquer un petit peu quelle est cette approche de la littérature que vous nous proposez dans vos écrits. C'est une question très large, désolée. Merci beaucoup déjà pour cette présentation, elle est tout à fait exacte. Je ne sais pas par où commencer. Alors, la question de... déjà en vous disant bonjour, et puis moi aussi je suis très contente d'être là, parce que les questions que vous allez me poser, en général, c'est des questions qui sont issues de vos propres parcours, de vos études, des questions que vous posez, donc c'est des questions neuves. Et pour moi, c'est extrêmement important de pouvoir être face à ce type de questionnement, parce qu'on pose toujours un peu les mêmes questions aux auteurs dans les endroits culturels où on va. Et du coup, on a rarement l'occasion d'avoir un regard finalement très nouveau, très actuel, avec des problématiques qui sont les vôtres et qui ne sont pas les miennes. Vous voyez que je pourrais être largement votre arrière-grand-mère. Donc, bon. Et du coup, je suis très contente de cette possibilité pour nous d'échanger, sachant que ce n'est pas moi qui ai le dernier mot. Hein. C'est vraiment, voilà ce que je vous dis, c'est quelque chose qui n'est pas un point de vue final sur quelque chose. Ça peut tout à fait être débattu entre nous. Hein. Alors, la question de la littérature et d'une pratique sociale, il se trouve que, donc, comme on vous l'a dit, moi j'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans les services socio-éducatifs de l'administration pénitentiaire. Les carrières ont beaucoup évolué, pas toujours dans le bon sens d'ailleurs, je dois le dire. Mais évidemment les carrières ont évolué, les problématiques ont évolué, mais si vous voulez, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que quand à un moment donné, j'ai arrêté d'être éducatrice, c'est-à-dire de recevoir des gens dans le cadre de leur insertion, je les recevais soit dans le champ carcéral, en prison, quand j'étais affectée dans les prisons, soit dans ce qu'on appelle le milieu ouvert de l'administration pénitentiaire. Ce sont les SPIP qui sont rattachés aux tribunaux de grande instance et qui donc reçoivent des gens qui sont condamnés à la libération conditionnelle, le sursis avec mise à l'épreuve, le travail d'intérêt général, enfin toutes ces peines qui sont exécutées, pas en prison, à l'extérieur de la prison. Donc, à un moment donné, au bout de 23 ans, je crois, j'ai arrêté ces fonctions. J'ai pris un poste de chef de service dans un établissement pénitentiaire. Et je me suis rendu compte à quel point le contact que j'avais avec les personnes que je recevais m'a manqué. C'était assez saisissant. Et ce livre, Fragmentation d'un lieu commun, est pour beaucoup surgi de ça, de cette espèce de manque que j'ai ressenti de tous ces gens que j'ai rencontrés. Ils étaient, vous imaginez, fort nombreux. Et puis, je pense aussi que je suis arrivée dans une prison qui était extrêmement dure, qui était la prison de Villefranche-sur-Saône, où se produisait beaucoup de violence à l'égard des détenus, où moi-même, mon poste, je l'ai trouvé incroyablement difficile. Moi, je ne voyais pas ça comme ça. Je pensais qu'un chef de service, c'était quelqu'un qui allait mettre en place des projets, faire beaucoup de choses comme ça. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai beaucoup souffert dans cet endroit. Et je pense que ce livre est issu aussi de cette souffrance. Alors, quand on commence un livre comme ça, il a vraiment jailli. C'est à peu près le seul de mes livres qui a été écrit assez rapidement. Bon, je l'ai beaucoup retravaillé après, mais il est venu d'une façon assez irruptive, comme vraiment la lave du volcan. Et c'est un texte d'une centaine de fragments qui chacun sont comme une petite prise de photo de quelque chose qui s'est passé, sauf le premier et le dernier fragment, mais on va en reparler. Et chaque fois, c'est une scène que je fige comme ça dans sa remémoration. Et la clause, enfin, qui est de ce livre, c'est quand je l'ai terminé, je me suis rendu compte que ce qui m'importait, c'était, je vais vous le lire d'ailleurs, ce petit texte, parce qu'il me sert toujours de référence pour mes écritures actuelles. C'est « J'ai commencé ce texte lorsque je vous ai écouté. Il ne s'agit pas d'écrire une souffrance, la vôtre ou la mienne, il s'agit d'être là. »
Et en fait, c'est le être là qui a compté pour moi. C'est-à-dire comment rendre compte de notre angle de regard qui est très subjectif, mais comment ce regard peut rendre compte du monde qui nous entoure. C'est vraiment ça l'intérêt, c'est ce qui vous a été dit, c'est-à-dire de croiser la subjectivité du regard, mais aussi sa forme d'universalité, puisque ce qui est regardé, c'est quelque chose qui nous entoure et qui ne concerne pas que soi-même. Je n'appartiens pas au champ de l'autobiographie, déjà parce que l'auto, quelque chose, ça m'intéresse vraiment pas beaucoup, et la biographie non plus, je ne travaille pas sur la biographie, je travaille sur, je ne sais pas ce qu'on peut dire, le récit, voilà, mais dont la vocation est de prendre dans ses filets un morceau du monde. Alors pourquoi je tenais beaucoup à ce que Fragmentation d'un lieu commun soit dans les librairies au rayon littérature et pas au rayon témoignage. Alors pourquoi parce qu'il me semble que la littérature était vraiment l'espace même de la liberté. Quand vous êtes lecteur, vous êtes vraiment dans la liberté totale d'aller choisir le livre que vous voulez, d'aller le prendre là où quelque chose va vous attraper, vous intéresser. Et vous ne le faites pas de façon fonctionnelle. Vous le faites comme ça, sur l'envie de lire un texte. Quand vous êtes dans un rayon sociologie, témoignage, vous allez le faire parce que vous avez un intérêt finalement d'apprentissage, que je ne récuse pas. Il y a beaucoup de livres, moi j'en lis beaucoup, des livres de témoignage, je lis aussi de la sociologie, je lis de la psycho, je lis tout ce qui est science, mais enfin tout. Restons modestes, mais je m'intéresse, en tout cas ça m'intéresse, le champ des sciences humaines m'intéresse. Mais je trouve que dans la question de la littérature, c'est qu'elle est offerte à tout le monde et dans un geste d'une liberté parfaite. Et je trouvais extrêmement important que quelqu'un puisse, dans sa propre bibliothèque, mettre Fragmentation d'un lieu commun au milieu d'autres ouvrages, et non pas en l'isolant encore et en le mettant dans un autre appendice qui serait autre chose. Je voulais que ce livre soit un livre librement choisi par ses lecteurs. Alors, pourquoi je dis aussi que la littérature, le peu qu'elle est, quelquefois, on a le sentiment, il y a les plus beaux livres du monde qui se sont écrits et qui n'ont pas empêché les phases très sombres de notre histoire. Vous le voyez tous les jours. Il y a des auteurs magnifiques qui ont écrit sur les génocides, il y a des auteurs magnifiques qui ont écrit sur le colonialisme, et pourtant, on est toujours quand même baigné par la rudesse, la douleur et la souffrance du monde. Mais du coup, la littérature, c'est à la fois pas grand-chose là-dedans, et puis en même temps, c'est quelque chose de complètement essentiel, parce que je suis convaincue que si ces livres n'existaient pas, nous aurions quitté le champ de l'humanité. La littérature, c'est ce qui nous raccroche le plus profondément au champ de l'humanité. C'est par ça, par ce geste d'écrire, d'écrire et d'offrir le livre aux autres, de le mettre aux yeux des autres, que nous sommes vraiment en lien profond, humainement profond. Donc c'est ambivalent mon attitude, mais bon, je la maintiens quand même pour ces deux registres, à la fois la nécessaire modestie de notre travail et son nécessaire essentiel aussi. Est-ce qu'il y avait une autre question Il y a beaucoup de questions qui sont rattachées à ça, mais vous avez répondu à l'essentiel des questions qui se posaient, et peut-être une question que se sont posées les étudiants quand ils ont pu examiner votre biographie, oui. Qui est très romanesque, né à Téhéran, vous avez vécu au Cambodge, votre père était espion, même si apparemment le terme n'était pas très choyé par votre père. Comment on arrive en France jeune, dans la vingtaine, et qu'on se destine au milieu carcéral? C'est une question qui a frappé les étudiants. Alors, c'est une question, vous allez voir, la réponse est un peu marrante, parce que dans la vie, ça ne se passe jamais comme on imagine que ça va se passer. Donc déjà, je suis arrivée en France, j'étais très amoureuse d'un garçon qui faisait des études de droit, donc j'ai fait des pieds et des mains pour aller faire des études de droit qui m'intéressaient pas tant que ça au début. Après, ça m'a davantage intéressée, mais au début, c'était pas pour les études que je suis allée faire des études de droit. Je suis atterrie dans une fac épouvantable qui est la fac d'Assas, qui est une fac,
je vous le dis carrément de facho, je ne sais pas si ça a changé, mais à mon époque c'était vraiment ça, et je me suis sentie dans un isolement, mais terrible, enfin c'était quelque chose d'affreux. Et puis dans mon cursus, j'ai trouvé un enseignement de criminologie dans lequel je me suis inscrite, parce que il me semblait que c'était là où les choses étaient les plus vivantes pour moi, où j'avais le plus de sentiment de pouvoir faire travailler mon imaginaire, mes méninges, mes centres d'intérêt, mais bon. Et puis, à la fin des études, je devais faire un cursus de magistrat, d'intégrer la magistrature. Donc, je suis allée au ministère de la Justice chercher mon dossier pour m'inscrire à l'École nationale de la magistrature. C'était place Vendôme qu'on allait faire cette démarche. Je suis sortie de la place Vendôme et j'ai mis mon dossier dans une bouche d'égout. Je vous jure que c'est vrai. Il y avait quelque chose d'insupportable qui s'est passé, je pense, qui est relié à la question justement des origines. Moi, ma famille, c'est une famille modeste. On reviendra peut-être au romanesque de la situation de mon père, mais moi, c'est une famille d'origine modeste. Ma mère, c'est une petite paysanne. Mon père, c'est un petit mousse qui a été embarqué dans des histoires de la Deuxième Guerre mondiale puisqu'il est devenu résistant. Et je ne sais pas si vous le savez, mais quand la guerre s'est terminée, le réseau de renseignement français était composé de pétainistes, donc de gens qui avaient collaboré avec le nazisme, disons pour parler large, avec Pétain en tout cas. A été complètement démantelé et a été reconstitué avec les anciens résistants. Donc mon père s'est trouvé aspiré comme ça dans un réseau de résistants, et je vous jure qu'il détestait le mot espion, et je vous assure que c'était l'homme le plus limpide, le plus transparent et le plus généreux qui existe. Donc vous voyez, mon milieu social, c'était pas celui de la magistrature, mais j'étais dans cette position qui est très bien décrite, je trouve, par Annie Ernaux, par exemple, qui explique bien qu'elle vit le fait de son nantissement culturel, le fait d'avoir fait des études comme une espèce de trahison de classe. Et du coup, moi je pense que c'est ce sentiment, sans pouvoir le formuler, sans pouvoir en être vraiment consciente, qui m'a saisie, et je me suis dit non, je ne pourrai jamais juger des gens, c'est pas possible. Déjà parce qu'il y a des gens qui ont été incarcérés dans ma famille. Hein, ça compte, c'est des choses qu'on ne dit pas beaucoup, mais elles comptent. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille travailler dans le champ de l'insertion, dans le champ justement de la personne qui essaye de faire le lien entre ceux qui sont dans une position de marginalité ou de refus des normes sociales et ceux qui ont pu vivre dans un monde compatible avec ces règles. Donc voilà comment ça s'est produit. Et après, les choses s'enchaînent. J'ai fait une longue carrière en Seine-Saint-Denis. Longue carrière, c'est un département, je suis une lobbyiste de la Seine-Saint-Denis et de ses habitants. C'est un département que je continue d'aimer beaucoup. Curieusement, je suis allée me mettre juste à la frontière de la Seine-Saint-Denis. J'habite à la porte de la Villette. La rue d'en face, c'est la Courneuve. Le trottoir d'à côté, c'est Aubervilliers. C'est une position qui est aussi voilà, le résumé un peu d'une existence. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, n'hésitez surtout pas à parler. Par rapport à ce parcours professionnel ou à cette vocation-là, est-ce que vous avez considéré que c'était une vocation de travailler en... Alors, à mon époque, le mot vocation était un peu récusé, mais on était dans une génération qui était la génération de post-68. Et vous savez qu'à cette époque-là, les questions d'incarcération étaient des questions très, très actives. C'est-à-dire qu'il y avait des grands philosophes comme Michel Foucault, des grands penseurs qui avaient mis la question carcérale au cœur de leur travail de philosophie, de sociologie, de recherche. Il y avait eu beaucoup d'émeutes en prison, il y avait la fondation de groupes de soutien de prisonniers, enfin il y avait toutes ces actions-là qui existaient. Et quand je suis rentrée en milieu carcéral, moi j'y allais pour détruire le milieu carcéral de l'intérieur. Ça n'a pas marché du tout, comme vous pouvez l'imaginer. C'est une position trop complexe, trop ambiguë, trop difficile. Mais on avait cette volonté quand même de rentrer dans une institution dont on n'acceptait pas le fonctionnement. Et c'était plus un engagement politique finalement qu'un engagement vocationnel. C'était plus ça qui nous animait. Est-ce que la position de travailleur social en milieu carcéral, c'est pas une façon de continuer à reconduire des dysfonctionnements sociaux?
Alors, c'est une question très juste et ça a été un tourment professionnel de toute ma carrière. Vraiment, tout le temps, je me suis posé cette question. Je pense que partiellement, oui, vous avez raison. C'est-à-dire que l'intégration des normes, c'est aussi une forme de consentement à ces normes. Mais en même temps, non, parce que les actes de délinquance sont aussi des actes qui causent de la souffrance sociale et qui la causent souvent à des gens qui sont le moins bien protégés. Hein, vous le voyez au travers des violences intrafamiliales. Vous le voyez. Moi, je me souviens avoir vu dans le métro une femme qui s'est fait voler son porte-monnaie, qui était une femme qui travaillait au noir, qu'on avait payée en liquide, et c'est toute sa paye qui a disparu. Je vous assure que c'était terrifiant de la voir. Elle n'avait plus rien, elle ne savait pas du tout comment elle allait survivre, elle et sa famille, dans le mois qui venait. Je veux dire, moi, je n'ai jamais accepté l'idée qu'un acte de délinquance était un acte qui pesait rien, que c'était rien du tout. Au contraire, je trouve que c'est quelque chose auquel il faut s'attacher. Il faut se représenter cet acte dans ce qu'il est, dans ce qu'il cause. Et ça a été aussi mon travail de faire ça avec les personnes que je recevais. Et souvent, c'était aussi une forme de soulagement aussi, d'endosser sa responsabilité. Parce que ne pas l'endosser, c'est aussi une façon de ne plus être sujet de quelque chose. Quand vous ôtez sa responsabilité à quelqu'un, vous le déshumanisez quelque part, vous lui enlevez son statut d'homme libre, agissant, de personne responsable. Et même si je suis bien consciente que énormément de délits se provoquent du fait de la misère, de l'impossibilité de trouver des solutions, je pense qu'il ne faut pas vider la question de la responsabilité du travail qu'on mène avec la personne. Ça me semble vraiment essentiel. Et puis, il y a aussi pour moi une forme d'agacement à se faire une représentation oh le pauvre. Moi, oh le pauvre, ça me met hors de moi. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Je trouve qu'on dégrade quelqu'un à le situer comme ça. Et que c'est le chemin inverse qu'il faut prendre. C'est le chemin, peut-être pas passer par les révoltes, effectivement, peut-être que passer par des engagements de contestation, des engagements mais là, il ne s'agit pas de délinquance, hein. Il s'agit de faire front ensemble. Peut-être qu'il y a des transgressions politiques à l'heure actuelle qui existent et qui sont... D'ailleurs, le gouvernement vient de pondre un texte terrible là-dessus, hein. Mais il y a des transgressions que moi-même j'ai faites, hein, pour faire connaître des situations, des causes, notamment sur la question des réfugiés, par exemple, au moment où on a revoté les textes sur le réfugiement en France il y a 2 ans de ça. Oui, alors des transgressions, je ne suis pas allée braquer des banques, hein, c'est évident, j'ai plus l'âge, puis c'est plus mon souhait, puis ça n'a pas de sens pour moi, mais on a effectivement fait des actes qui pouvaient nous emmener devant les tribunaux mais ça n'est pas, pour moi, de l'ordre de la délinquance. C'est quelque chose d'une contestation politique qu'on peut choisir de faire sous cette forme ou sous d'autres formes, mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Ouais. Je ne vais pas faire de la propagande dans mon métier. Je ne vais pas dire aux gens non, je ne vais pas faire ça. Ce serait une intrusion dans leur liberté de conscience. Je ne vais pas le faire. Ça m'est arrivé de dire à certaines personnes qui avaient d'énormes problèmes dans le champ professionnel, et notamment des problèmes d'accueil par les autres, des problèmes il y avait des vols dans les vestiaires, et évidemment la personne qui arrive avec son casier judiciaire, tout le monde le sait très vite, et tout de suite celle qui est accusée en premier, tout de suite. Donc je lui avais conseillé de voir sa section syndicale et de nouer des liens avec les organisations syndicales pour justement dépasser ces questions-là. Mais sinon, non, je vais sûrement pas aller dire aux gens de faire de l'action politique ou de faire des choses comme ça. Mais je pense que c'est par l'écoute, par le fait d'accepter d'entendre et de reconnaître aussi les difficultés qui ont été traversées. Parce que si vous ne les reconnaissez pas, si vous vous dites « Ah ben, vous avez été volé, je ne sais pas quoi, ah ben, heureusement que tout le monde ne fait pas ça », si vous dites des choses comme ça, vous prenez parti aussi. Là, vous n'êtes pas pour prendre le parti des défenseurs de l'ordre social. Vous n'êtes pas là pour ça.
mais vous êtes là pour entendre vraiment le plus finement possible ce qui s'est passé. Et quand cette écoute peut se faire, ça ne peut pas toujours se faire, mais quand elle se fait au bon endroit, eh bien c'est un soulagement aussi pour la personne, parce qu'elle sait qu'elle a été reconnue dans son problème, reconnue dans sa souffrance, et ça peut dégager aussi de l'espace psychique pour faire autre chose, pour s'engager autrement et pour faire autrement. Si vous voulez, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'on envoie beaucoup trop en prison en France. C'est invraisemblable de condamner au niveau où on condamne à la prison. La prison est restée le cœur du système carcéral français, le cœur de son système, la référence absolue. Et ça, c'est catastrophique, parce que ça emmène des gens sur des petites condamnations à tomber en milieu carcéral, et après, tout s'enchaîne mal. Quand vous avez ne serait-ce qu'un petit bout de squat, ne serait-ce qu'un petit bout de lien quelque part, et qu'on vous le fait perdre, il est perdu du fait de la sanction. Quand vous ressortez, c'est 20 fois plus difficile. Non seulement c'est pire qu'avant, fatalement pire qu'avant. Et ça, je trouve que c'est déjà les questions des petites peines en prison, elle est invraisemblable. On devrait trouver systématiquement des aménagements pour les petites peines de prison, et ce n'est pas le chemin qu'on prend, hein, je vous le dis tout net. Bon, je ne sais pas pourquoi on a cette espèce de foi en France dans la prison. La prison, c'est le monde, finalement, qui est le plus impropre, finalement, à vous préparer à ce qui va se passer dehors. Parce que vous disiez, c'est le lieu où on apprend le moins les règles sociales. Mais c'est juste. Qu'est-ce que vous voulez, quelqu'un qui passe 20 heures de sa journée dans une cellule où il va voir que ses co-détenus, où il va ressortir très rarement, où il va aller à la bibliothèque une fois de temps en temps, où il aura un mal fou à avoir du travail. Les études demandent à travailler en prison, mais il n'y a pas assez de travail, donc ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de... La vie collective, c'est une vie de la cour de promenade, avec les règles de la cour de promenade, avec les règles qui sont celles d'un certain milieu, d'un milieu qui surévalue la violence pour régler les problèmes par rapport à la négociation, qui serait celle de la vie sociale qu'on espère tous mener. Donc, pas moyen d'être collectif non plus en prison. L'action collective en prison des détenus entre eux est interdite. Il n'y a pas d'expression collective des détenus. C'est pour ça que de temps en temps, il y a des mouvements de détenus qui sont extrêmement violents, parce que les plombs sautent et les gars mettent le feu, cassent, etc. Ce qui n'est pas souhaitable non plus. Ce n'est pas une forme d'expression audible. Donc, rien de la vie carcérale ne prépare à une vie extérieure. Donc il faudrait inventer vraiment d'autres formes. Alors pour autant, on ne peut pas ne pas incarcérer. C'est évident qu'il y a des moments donnés, il faut écarter des personnes de la vie sociale parce qu'elles ne sont pas en état de la vivre. C'est évident. On ne va pas imaginer un violeur en série, on ne va pas le laisser dehors alors qu'on sait qu'il y a des risques énormes qui sont pris pour les femmes à l'extérieur. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où il faut qu'il y ait du retranchement. Mais pendant ce retranchement, il faudrait faire vraiment une action forte sur les causes de sa délinquance, sur une prise en charge médicale, sur une prise en charge sociale, sur un travail médico-psychologique. Enfin, tout ça est à mettre en œuvre. Or, ce n'est pas ce qui se passe, parce que le taux d'incarcération est tel que tous les services sont sous l'eau. Et que en plus, si vous voulez, autre difficulté, c'est que la prison, elle ne va pas chercher les détenus par la peau du dos pour les mettre dans les cellules. Hein. C'est la magistrature qui condamne, d'une part, on a un peu tendance à l'oublier. C'est là qu'on n'utilise pas non plus les peines alternatives à l'incarcération, mais c'est aussi le fait que le monde extérieur génère aussi génère une majorité des infractions. Et l'action, si on voulait faire une véritable action de prévention, il faudrait la faire en amont de l'incarcération, bien en amont. On sait très bien que quelqu'un qui n'a pas de logement, qui n'a pas un cursus scolaire, qui est au chômage, qui est toxicomane, mais évidemment qui va commettre des actes de délinquance. Évidemment, comment ça pourrait être autrement? Et tous ces mécanismes de prévention qui reposent justement sur les carrières sociales, sur les éducateurs de prévention, sur les assistants de services sociaux, sur tous les systèmes éducatifs et les systèmes associatifs qui existent à l'extérieur, ce sont des systèmes qui ont été fortement attaqués par le fait de voir les carrières diminuer. Enfin, il y a quand même, on n'est pas au niveau
de recrutement où on devrait être. La psychiatrie elle-même a énormément souffert. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de détenus qui sont incarcérés alors qu'ils devraient être hospitalisés. On voit arriver des détenus complètement hallucinés. Moi, je l'ai vu ça en détention. Une cellule composée avec un homme qui entendait des voix qui lui disaient je ne sais pas quoi, il entendait des voix, un autre qui voyait un visage de femme apparaître dans le plafond de sa cellule. Enfin bon, vous imaginez que là, ces gens-là ne sont pas à leur place. Ils ne devraient pas être là. Seulement, même problème, avoir un suivi en CMP psychiatrique, c'est devenu l'exploit. Moi, je me souviens avoir suivi un jeune homme qui était schizophrène. Il avait tué sa mère et il est sorti de prison, placé chez lui, et je voyais très bien que c'est un symptôme assez récurrent dans la schizophrénie, c'est l'attaque des parents. Bon. Et je voyais très bien que ça ne se passait pas dans sa famille, donc j'ai alerté son secteur psychiatrique, et on m'a répondu « Ah ben non, on ne peut pas le prendre en charge, il faut attendre 6 mois. » Mais qu'est-ce qui va se passer pendant les 6 mois là? Enfin, tout ça est un maillage très 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 complexe qui fait que effectivement la prison n'est pas un mode de résolution de tous les problèmes de la société, loin de là. Ça devrait être une sanction, rien d'autre qu'une sanction, et une sanction fortement accompagnée justement pour éviter les problèmes de récidive. Mais je crains beaucoup, je vous parle très librement là, je crains beaucoup que notre pente, politiquement en tout cas, ne soit pas les choix qui sont choisis. On voit arriver quand même fortement des revendications du Rassemblement national et d'autres courants de cet ordre qui misent tout sur l'écrasement de l'individu par la peine, quoi. Hein, c'est ça leur objectif, ça, voilà. On expulse les étrangers et on incarcère les autres, voilà, c'est ça leur truc. Donc il y a des années quand même difficiles qui s'annoncent si on continue sur cette lancée-là. Alors déjà, moi je suis convaincue qu'on est fabriqué par les lieux où on vit, c'est-à-dire on mange ce qui est là, on cuisine ce qui est là, on habite dans des logements qui ont cette forme-là ou cette forme-là, on se transporte justement avec les moyens de transport qui sont les nôtres, et je pense qu'on n'est pas détaché de son lieu, on est dans une fluidité complète avec le lieu, c'est lui qui nous fait ce que nous sommes aussi pour beaucoup. Et ça m'a semblé important d'arriver, alors je l'ai travaillé de différentes façons dans mes livres. Dans Nullipar, ça a été la question de ma naissance en Iran et de ce que ce pays représente pour moi, parce que c'est mon pays d'attache, c'est quelque part mon pays de cœur aussi, l'Iran. Et donc ça a été ça, et puis ensuite, la question des transports en commun, je trouve que c'est absolument passionnant, parce que c'est là où on est tous ensemble, et pas tous ensemble, on est tout seul dans une foule, et comment on traverse ça, qu'est-ce qui s'y passe, comment ça se fait que les uns sont obligés de voyager dans des conditions terribles et pas les autres. Enfin bon, il y a toute une observation à mener sur ce qu'on traverse dans les lieux communs. Et j'ai entendu que vous aviez travaillé en situation dans le métro. Alors j'aimerais vraiment beaucoup lire ça, si vous voulez bien, et si vous acceptez. Je lirai avec grand plaisir vos textes, parce que je trouve que c'est un exercice de notation. De toute façon, c'est un exercice vachement intéressant. Noter les petites choses sur son carnet, voilà, noter ce qui se passe dans la vie. C'est ce qui nous permet de prendre des instantanés, mais aussi, c'est ce qui nous fait aussi réfléchir au lieu où on vit, et de ne pas nous laisser emmener dans un flot grisâtre tout le temps. En prenant des petits points comme ça, je trouve que ça nous permet de voir notre vie comme elle est, et nous au milieu des autres. Alors en fait, il y a 2 formes d'écriture pour moi. Il y a la forme des carnets que j'ai toujours avec moi, et je prends des petites notes, mais vraiment comme on fait une petite photo avec son smartphone. Et puis je ne sais pas du tout si ça va servir ou pas. Je note vraiment dans le même principe que qu'on fait la photo. On ne sait pas ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va la mettre dans un album? Est-ce qu'on va l'acheter? On ne sait pas du tout. Et je trouve que c'est très important de garder aussi un rapport privé à l'écriture, c'est-à-dire quelque chose dont on ne sait pas si ça va être lu par quelqu'un après, et on se détache complètement de cette question-là,
et du coup on garde un rapport singulier à son écriture. Alors moi je n'écris pas de journal, c'est un peu mon carnet de notes qui me sert de journal. Je ne le tiens pas tous les jours, je ne m'astreins pas à une écriture tous les jours, parce que ça ne marche pas avec moi. Sauf quand je vais ouvrir vraiment un chantier littéraire, là du coup je vais travailler beaucoup plus intensivement, où là je vais travailler effectivement avec l'ordinateur sur quelque chose qui est beaucoup plus quotidien. Vous parliez de la question de ce qui déclenche l'écriture, sur la question du corps. Oui, moi je pense que c'est... Alors, vous citiez Annie Ernaux, je suis très contente de ça, parce que je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps aussi dire, mais on n'a pas un corps, on est un corps. On est un corps. Et c'est tellement juste. C'est tellement juste. C'est par là que ça passe. On n'a pas un esprit qui serait une petite chose toute propre, qui mange pas, qui fait pas caca, voilà, quelque chose comme un truc joli, littéraire, tout fabriqué. Non, c'est pas du tout ça. C'est que notre corps est traversé, et notre esprit, notre cerveau aussi est un corps, fait partie du corps, donc qui est traversé par toutes ces choses, et qui va arriver par les mots, par le langage, qui est voilà, par le langage, à le transcrire dans une forme plus élaborée, disons. Mais effectivement, le corps est fondamental. Je ne vois pas une écriture qui ne passerait pas par le corps. Mais oui, je crois que c'est l'exacte terminologie, c'est les enfermés du dehors. Alors quand j'ai arrêté moi, de faire du travail social, je m'étais dit c'est fini, 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 fini. Et puis, c'était pas du tout fini, parce que il se trouve que sur l'avenue de Flandre, dans le 19e, s'est installé un campement immense qui il y a 6 ans de ça. Et quelqu'un, une enseignante d'ailleurs d'ici, est descendue, elle supportait plus de voir ses corps allongés sous sa fenêtre comme ça, dans le dénuement total. Donc elle est descendue avec des sautés, des baguettes de pain, et petit à petit, les gens sont venus. Moi je suis arrivée presque au début de cette histoire-là, et on a commencé à faire des tartines, à distribuer de la nourriture, à faire du thé, du café, etc. Et ce collectif existe depuis maintenant 6 ans, comme ça. C'est un collectif de riverains, on est tous très différents les uns des autres, on a traversé beaucoup de choses extrêmement dures, extrêmement difficiles, mais on est restés très, très unis, je pense, parce qu'il y a une obligation de faire. C'est-à-dire tous les matins, à partir de 8 heures, il faut être là, et il faut retrousser les manches, et il faut que des gens aient quelque chose dans le ventre en sortant. Donc ça, c'est aussi une dimension extrêmement importante de l'engagement. Ça aussi, on disait le corps, mais ça aussi, ça passe par le corps, le leur et le nôtre, nous qui travaillons, qui les mangent. Il y a quelque chose vraiment qui est fondé aussi comme ça. Et la question des exilés, c'est une question terrible, terrible, parce que en ce moment, il y a beaucoup d'Afghans qui sont arrivés, là, je ne sais pas, je pense que vous avez dû le voir dans les rues. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés d'Érythrée, de toute la corne de l'Afrique, qui est dans une guerre impitoyable. Et maintenant arrivent les Afghans. Les Afghans arrivent au bout de 2 ans de voyage, après la prise de Kaboul. Ils sont arrivés, et qu'est-ce qui se passe pour leur accueil? Rien. Rien. C'est-à-dire, ils sont perdus dans les démarches administratives, ils sont perdus. Donc il faut bien qu'il y ait des points de rencontre où on leur donne l'information, on leur explique ce qu'il faut faire, où on les maintient quand même un peu à flot. Parce que ces gens-là ont fait un périple, je ne vous apprends rien, enfin, je vous dis des évidences. Ils ont vécu des choses qui sont de l'ordre du traumatisme, c'est des traumatismes lourds, certains des traumatismes de guerre, certains ont perdu leur famille, enfin perdu leurs enfants, leurs épouses dans les voyages, enfin bon. Et cette souffrance n'est pas prise en compte. Et ça, c'est intolérable. C'est intolérable parce que moi, je me réfère beaucoup, on a 2 minutes encore. Je me réfère beaucoup à un texte qui a été écrit par Primo Levi. Primo Levi, c'est un homme qui est passé par les camps de concentration allemands et qui a écrit un très beau texte qui s'appelle « Si c'est un homme ». Et si c'est un homme, il y a un moment de ce texte où il explique qu'il est dans la cour du camp de concentration à porter les seaux de soupe avec un copain à lui. Ils sont maigres comme des clous et ils portent 40 kilos, comme ça, ils traversent le camp. Et tout d'un coup, Primo Levi se dit « Il faut absolument que j'explique
à cet homme ce que c'est que Dante. Dante, c'est un grand poète italien, du Moyen-Âge italien. Il faut que je lui explique tout ça, il faut que je retrouve la poésie. Alors il hésite, il traverse la cour en essayant de se remémorer toute cette poésie. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce texte, c'est qu'à la fois, on va revenir aux questions de la littérature, si la littérature n'est pas là, ces hommes s'effondrent, vraiment. S'il n'y en a pas un qui veut transmettre à l'autre ce que c'est que la beauté du monde, le monde s'effondre. Et en même temps, si vous voulez, la question c'est que si c'est un homme, eh bien on le considère dans tous ces aspects de la vie humaine et non, ne lâche pas prise par rapport à ça. Or, à l'heure actuelle, je trouve que vraiment la non prise en compte des exilés est quelque chose, mais c'est une violation des droits humains, évidemment. Nous vous remercions infiniment.